de l'actualité, le ministre en charge de la Défense est en tournée à l'intérieur du pays. Objectif, rassurer les populations sur la question de la sécurisation dans leurs différentes localités. En Égypte, les chrétiens dans la tourmente, ils sont la cible des extrémistes et vivent dans la crainte des violences. Au moins 25 églises ont été brûlées. Et puis en sport, ouverture demain à Abidjan de l'Afro-Basket 2013. Toutes les infrastructures sont fin prêtes pour accueillir les 16 meilleures nations africaines de basketball. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce 23h sur RTI 1. 3 projets de loi autorisant le président de la République à ratifier des conventions internationales adoptées ce lundi. Cela par la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale. Il s'agit du traité pour la construction, l'exploitation et le développement de la ligne d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée et de 2 textes pour la lutte contre l'apatridie en Côte d'Ivoire. Parlant défense, le ministre en charge de ce secteur sensible est en tournée dans les localités de l'intérieur du pays. En pays gourou, il a rassuré les populations sur les actions du gouvernement pour assurer leur sécurité. Mamadou Kouassi. Le président de la République, Alassane Ouattara, pour qui la sécurité des populations ivoiriennes constitue une des priorités, m'envoie vers vous, m'enquérir de vos difficultés contraintes en matière de sécurité, en vue d'y apporter des solutions appropriées, ou au besoin réadapter l'articulation du dispositif déjà déployé sur le terrain. C'est en ces termes que le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, a présenté l'objet de la tournée qu'il a entreprise du 16 au 18 août dernier dans les localités de Saint-Fra, Oumé, Zionoula, Koitafla, Sakassou et Beoumi. Les préoccupations des populations tournent autour des barrages illégaux, des relations conflictuelles entre agriculteurs et éleveurs, des sites toujours occupés et surtout du phénomène grandissant des coupeurs de route qui continue de s'aimer mort et désolation sur l'ensemble du territoire national. Sur tous ces sujets, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, a donné des assurances quant aux mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour garantir la sécurité de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. La présence du ministre nous a réconfortés. Il nous a montré que le pays est en sécurité, qu'on peut voyager en paix. Nous avons été très contents de l'intervention du ministre de la Défense, tous les chefs de Sakassou. Du département de Sakassou, les 172 villages représentés par leur chef ici, lui disent beaucoup merci. Il faut noter que partout où il est passé, le ministre de la Défense a échangé avec les personnels des forces de défense et de sécurité pour se faire une idée de leurs conditions de vie et de travail, mais aussi pour leur donner des conseils d'usage en vue d'un meilleur accomplissement des missions à eux confiées par l'État de Côte d'Ivoire. La sécurisation de tout le pays est un facteur important pour la paix et la réconciliation. Les femmes, elles, ont décidé de se mettre en réseau pour chercher ensemble des solutions en faveur de la réconciliation. Patricia Omouetia, reportage. Mission d'intérêt national, cérémonie dédiée à la réconciliation, initiée par le réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation, RIFR. La structure s'est fixée comme objectif l'étude des conditions d'une réconciliation durable en Côte d'Ivoire. 2 étapes pour échanger sur plusieurs thèmes, notamment l'origine de la crise selon les femmes. La 3e étape est la restitution des travaux qui a duré 12 heures de temps, avec des recommandations sur les plans politiques, économiques et sociaux. Il est ressorti de mes différents échanges et interactions avec toutes les composantes de la société, et ce à travers tout le pays, une prédisposition et une volonté réelle d'aller vers la réconciliation nationale. Je peux dire, sans risque de me tromper, que le peuple ivoirien est décidé à se réconcilier avec lui-même. Pour le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, les femmes ont fait les restitutions avec beaucoup d'intelligence. Vous avez relevé les responsabilités, y compris, et c'est cela qui est important, y compris la responsabilité des femmes, non seulement dans la survenue de la crise, mais dans la gestion de la crise. Toutes que vous avez parcourues sont bien celles-là que la Commission a identifiées dans son plan d'action.
Pour les perspectives, les étapes à accomplir sont des auditions et écoutes publiques et la liste complète des victimes. Maîtriser la démographie galopante et l'urbanisation s'avère nécessaire pour le développement des villes. Les plans d'urbanisme directeurs de 32 villes du pays seront donc révisés, notamment ceux de la ville de Bouaké. Le reportage de Ouattara Amadou et Charles Tatou. Initié par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, cet atelier vise à produire des documents qui serviront à aménager et à planifier le développement du territoire ivoirien d'ici 2025. Le directeur de l'urbanisme, Kwame Kouma, affirme que plusieurs outils du système d'extension des villes ivoiriennes sont caduques. Bouaké, qui sort d'une décennie de crise, n'y échappe pas, ce qui explique même son choix pour cet atelier de lancement. Les ambitions du président de la République, c'est de faire à l'horizon 2020 de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Et cela voudrait dire que nos villes aussi doivent être des villes modernes. Contrôler l'évolution des villes ivoiriennes sur le plan urbain. Maîtriser la démographie galopante à travers la gestion du foncier pour l'amélioration des conditions de vie des populations sont, entre autres, les points qui ont amené les experts ivoiriens et étrangers à réfléchir en vue de sortir un schéma directeur fiable de l'urbanisme en Côte d'Ivoire. On sait que les villes sont en compétition les unes par rapport aux autres et il faut que Bouaké retrouve elle a une place clé, une place symbolique dans l'armature urbaine ivoirienne. Exprimant leur volonté d'accompagner le ministère dans l'élaboration du schéma directeur de l'urbanisme, les autorités administratives et politiques de Bouaké se réjouissent du choix porté sur leur ville. Ce plan d'urbanisme est bienvenu. Il faut que nous y participions pour que nous puissions apporter notre vision sur le développement de la ville de Bouaké. 3 ateliers ont permis aux participants de réfléchir sur le développement des infrastructures urbaines de la ville de Bouaké. Maîtriser l'urbanisation prend également en compte la sécurisation des routes. La direction régionale des transports de Bouaké a donc initié une opération pour installer les panneaux de signalisation. Le reportage de Kader Sogodogo est commenté par Diarasouba Larsen. À Bouaké, capitale de la région de Bouaké, de nombreux accidents sont dus à l'inexistence et à la méconnaissance des panneaux de signalisation. Face à cette situation, la direction régionale des transports décide de monter au créneau. Après de nombreuses campagnes de sensibilisation, elle vient de procéder, au cours d'une cérémonie, au lancement de l'opération planting de panneaux de signalisation dans la ville de Bouaké. Sako Ibrahima, directeur régional des transports de Bouaké, a tenu à rappeler l'importance des panneaux de signalisation et du permis de conduire dans le secteur du transport. En matière de sécurité routière, on est tous responsables. Et donc la vie, elle est surtout intéressante à vivre et non le contraire. Et surtout que le président de la République parle d'une émergence, alors qu'à Bouaké, il y avait tout ce qui se passe. Comme accident de circulation, on a constaté que c'est pratiquement 95% des jeunes qui sont concernés. Alors, en l'an 2020, qui sera là pour l'émergence? C'est pour ça que tout le monde doit se sentir concerné. Les autorités administratives et les responsables des transporteurs de Bouaké s'engagent, quant à eux, à accompagner cette initiative de leur tutelle. Nous allons tout faire pour nous mettre au travail, pour sensibiliser les conducteurs et même les piétons. Avec l'opération permis de conduire dans le mois de mars et le planting de panneaux qu'elle vient de lancer, la direction régionale des transports de Bouaké veut mettre fin au taux croissant des accidents de circulation dans toute la région de Bouaké. Quel curricula et quelle stratégie pour la mise en œuvre du programme sur l'enseignement en langue maternelle dans les classes primaires? La réponse dans ce reportage de Mamadou Kouassi. Introduire les langues maternelles dans l'enseignement scolaire, bientôt une réalité en Côte d'Ivoire. Après le succès de la phase expérimentale démarrée en 2001 dans 10 villages, le gouvernement veut vulgariser cette politique d'enseignement sur toute l'étendue du territoire national. Mais avant, l'on pense à l'élaboration des curricula de formation et la stratégie de l'enseignement en langue maternelle. L'école, c'est une formation intellectuelle et en même temps, c'est une acquisition de savoir. Mais nos enfants ont le double obstacle d'avoir une langue nouvelle à apprendre, en même temps qu'ils ont un nouveau langage qui n'est pas le langage ordinaire de tous les jours à apprendre. On peut accéder au savoir et à la formation intellectuelle dans n'importe quelle langue, après transférer à d'autres langues.
Les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique soutiennent que l'introduction des langues maternelles va améliorer les résultats scolaires. Ça sera en Senufo, à Korogo, en Bété, à Gagnoua, à Nani, à Bengourou et en Koulango, à Bandoukou par exemple. Surtout en rural, où les élèves du CP, la maternelle d'abord, et le CP vont travailler totalement en langue. Ça ne sera pas imposé à tout le monde. Ce qu'on cherche surtout, c'est la qualité de l'enseignement. L'initiative du projet École intégrée va durer 4 jours. 4 jours qui permettront d'élaborer des stratégies et méthodes d'enseignement, l'actualisation de l'orthographe et des manuels de formation. 150 personnes souffrant de cataracte viennent de bénéficier de prise en charge. La mairie du Plateau et une organisation non gouvernementale apportent ainsi du réconfort à ces malades. Des journées de consultation ophtalmologique gratuites ont également lieu dans les locaux de la mairie. Herman Yamien. Ils n'auront pas à débourser un centime pour se faire soigner de la cataracte s'ils sont dépistés positifs. Et ce sont ces patients qui attendent d'être reçus par l'équipe médicale de l'ONG Lightfest. Le groupe Sahara International Côte d'Ivoire, en partenariat avec la mairie du Plateau et l'ONG Lightfest, ont décidé de contribuer à leur guérison. Pourquoi la cataracte? Parce qu'on s'est rendu compte que la vue c'est très important. Quand on ne voit pas, c'est un peu difficile de pouvoir vaquer à ses occupations. Et pourquoi à partir de 40 ans? C'est parce qu'on s'est dit que ces personnes, à partir de 40 ans, on est dans le domaine actif. On est actif, on travaille et lorsqu'on n'a pas l'usage de ses yeux, c'est un peu difficile de pouvoir exercer. Il n'est pas que la cataracte qui rend aveugle. Il y a aussi le glaucome, il y a les maladies de la rétine qui sont les complications du diabète, de la tension artérielle. Il faut faire un effort donc pour aller se faire voir les yeux, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie quand vous avez déjà dépassé les 40 ans. On estime à 40 millions le nombre de personnes aveugles dans le monde, dont 20 millions de cas de cataracte. En Côte d'Ivoire, 150 000 personnes souffrent de la cataracte, un chiffre auquel s'ajoutent chaque année 10 000 nouveaux cas. La maladie est donc considérée aujourd'hui par l'État comme un véritable problème de santé publique. Pour cette campagne de consultation et de soins dans la commune du Plateau, au moins 150 personnes victimes de la cataracte seront gracieusement prises en charge. Les femmes des régions du centre et du nord de la Côte d'Ivoire ont été formées aux bonnes pratiques nutritionnelles. Elles ont appris les avantages et les techniques de l'allaitement maternel exclusif. Soro Corona et Kwadio Kwame. L'allaitement maternel exclusif est totalement adopté par les femmes en Côte d'Ivoire. Selon les résultats du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, 96% des enfants de moins de 6 mois sont allaités et plus de 96% des enfants de 9 à 11 mois sont encore au sein. Pour consolider ces acquis, le programme national de nutrition vient de renforcer les capacités de 32 groupements de femmes des régions du centre et du nord du pays. Les femmes, elles sont ignorantes. Le sein tombé n'a rien à voir avec l'amour que l'on a pour son enfant. Je conseille à mes filles de donner le lait maternel aux enfants, aux bébés. 2 jours durant, ces mères ont été formées aux bonnes pratiques nutritionnelles. Elles ont eu des rudiments nécessaires sur les méthodes de conservation du lait maternel et les différentes positions à prendre pour allaiter leur bébé. Ces responsables des groupements des femmes ont été aussi instruites sur les avantages de la richesse du lait maternel. Ça crée les liens affectifs entre l'enfant et sa mère. Quand l'enfant, sa maman lui parle même, il peut l'écouter. Mais quand l'enfant est nourri au lait de vache, là, il a le comportement des vaches. Le programme national de nutrition a eu au cours de cette formation enseigné à ces femmes les techniques pour extraire le lait. Ce lait extrait peut être conservé dans un récipient fermé pendant 8 heures à température ambiante. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, par ces séances de formation et de sensibilisation, veut amener toutes les femmes ivoiriennes à faire de l'allaitement maternel exclusif une priorité. Inculquer la culture bancaire aux populations ivoiriennes, c'est le pari que veulent gagner les établissements financiers du pays, ce à travers un marché des assurances, banques et établissements financiers. C'est une plateforme de rencontre entre les populations et les structures bancaires. Elle est à sa 10e édition. Mamadou Kwasi. En Côte d'Ivoire, seulement 17% de la population dispose d'un compte bancaire. Un taux jugé faible pour une économie en pleine croissance. Il faut donc inculquer la culture bancaire aux populations. Et pour réussir ce pari, plusieurs initiatives sont prises, dont le MABEF, le marché des assurances des banques et établissements financiers.
une plateforme de rencontre. Cette année encore, il sera au rendez-vous pour la 10e fois. Une 10e édition placée sous le thème « Les TIC et le développement du secteur financier, enjeux et perspectives ». Toutes les transactions financières aujourd'hui se font simplement à l'aide des TIC. Vous avez un téléphone portable, vous pouvez faire un virement bancaire, vous avez un téléphone portable, vous pouvez payer vos factures d'eau, de courant. Donc il faut adapter la nouvelle donne à tout ce qui est finance. Une initiative saluée et encouragée par la RTI et les autres partenaires. Vous savez que la RTI se positionne comme un partenaire stratégique pour toute structure œuvrant dans le développement. Et on sait qu'autour de l'activité bancaire gravitent plusieurs activités qui concourent à l'émergence économique. Et donc, lorsqu'on met ces deux éléments en regard, la RTI ne pouvait qu'être un partenaire de choix. Pour bancariser toutes les populations de Côte d'Ivoire, nous avons besoin de vecteurs d'amplification. Et donc, c'était une belle occasion pour nous de trouver un partenaire qui nous accompagnerait dans cette communication. La 10e édition du marché des assurances des banques et établissements financiers, MABEF, aura lieu du 28 au 30 octobre 2013 à Cocody. La Côte d'Ivoire a son tout premier gendarme titulaire d'un doctorat en sociologie criminelle. Le produit de ces réflexions devrait aider à lutter contre la criminalité transfrontalière, surtout en période de traite du café cacao. C'est un reportage signé Lydia Rassouba. Les travaux du colonel Alexandre Apalo-Touré ont porté sur l'ensemble des actes illégaux, délictueux et criminels commis dans les régions de l'Indénié Djoablin et du Nawa en période de traite du café cacao. Une étude menée sur le terrain présentée par le premier gendarme titulaire d'un doctorat en sociologie criminelle devant les doyens de la faculté et les autorités militaires et universitaires, notamment le ministre délégué à la Défense Paul Kofi Kofi, le commandant supérieur de la gendarmerie Kouakou Gervais et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal, son Excellence Kassaraté Edouard. Le professeur Roch Yao Niabeli, professeur titulaire de sociologie à l'UFR de criminologie d'Abidjan, n'a pas tari d'éloge à l'endroit des réflexions du colonel, en le qualifiant même d'exposé clair pouvant être publié, document très instructif et très bien écrit. Le désormais docteur colonel a mené une étude comparée des deux régions sur la situation de la criminalité dans cette partie du pays, du mode opératoire des trafiquants en passant par le langage utilisé par ceux-ci et les impacts de tous ordres de cette criminalité. Alexandre Apalo-Touré a proposé des solutions à l'effet de venir à bout de la gangrène. La création d'unités spécialisées dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. Cela voudrait dire que les personnes ayant cette mission devraient avoir des formations spécifiques qui pourraient leur permettre de mieux contrôler la frontière. Un colonel devenu docteur en sociologie criminelle, voilà de quoi inquiéter les bandits et les trafiquants. Hors de nos frontières au Mali, l'ex-capitaine, désormais général de corps d'armée Amadou Haya Sanogo, appelle l'armée à prêter allégeance au nouveau président de la République. Entouré de sa garde rapprochée, visiblement renforcée, il arrive sur la place d'armes du camp militaire de Kati, le quartier général des ex-poutistes maliens. Amadou Haya Sanogo assiste à la première fête organisée par ses partisans pour saluer sa promotion au grade de général de corps d'armée. Le nouveau promu vient avec un message. Il appelle tous les éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à prêter allégeance au nouveau président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Il devient le président de la République, chef suprême des armées, de façon incontestable, de façon non négociable et de façon définitive. Pour cela, chaque Malien, chaque Malienne est prié d'aider et d'assister le nouveau président de la République dans ses fonctions. Au cours du match de gala, il marque des buts grâce à la complaisance de ses adversaires. Pas de doute, le général de corps d'armée Amadou Haya Sanogo ne brille pas par ses qualités athlétiques. Mais en devenant l'officier général le plus gradé en activité au Mali, il prend une place particulière auprès de ses frères d'armes. Sans être le chef d'état-major des armées, il fixe des orientations. L'État
plus tard, par ces moyens, va vous faire des maisons, va vous donner les moyens pour accomplir votre devoir de porter d'uniforme. J'exhorte tout un chacun au respect de la hiérarchie militaire, au respect des normes militaires, pour qu'on puisse sécuriser ces citoyens là où le besoin sera, pour qu'on puisse défendre cette nation là où le besoin sera. La promotion d'Amadou Raya Sanogo au grade de général de corps d'armée est célébrée par ses partisans et une frange de la société malienne. Mais de nombreuses ONG de défense des droits de l'homme la considèrent comme une honte. Elles accusent Amadou Raya Sanogo d'avoir commis beaucoup d'exactions au camp militaire de Kati. En Égypte, le climat reste très tendu. Les chrétiens très minoritaires dans le pays en font les frais. Ils sont la cible des extrémistes et vivent dans la crainte des violences. Au moins 25 églises ont été brûlées et les frères musulmans sont pointés du doigt. Ils forment l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde. La minorité copte constitue 10% de la population égyptienne. La plupart du temps, la cohabitation avec leurs voisins musulmans se passe sans problème, mais ils sont régulièrement la cible des extrémistes. Les attaques se sont multipliées ces dernières semaines, au point que la communauté vit en permanence dans la menace des violences. Il y a des gens qui font tout pour diviser le pays. Ils veulent que les chrétiens et les musulmans se tournent le dos. Ce sont des gens violents, très violents, qui n'hésitent pas à utiliser des armes. Au moins 25 églises auraient été incendiées ces derniers jours. Des violences en forte augmentation. Cette église du Caire avait été bâtie dans le secret. Elle a été saccagée par une foule de plusieurs centaines de personnes. Ce n'étaient pas des bandits ordinaires. On les connaît bien dans le voisinage. Ce sont des bandits qui travaillent pour les frères musulmans. Pour les Coptes, les frères musulmans sont les principaux auteurs de ces violences. Les frères musulmans, je ne comprends pas ce qu'ils veulent. Nous avons tenté de communiquer pour trouver une solution de paix durable, mais ça n'a jamais marché. Mais depuis le coup de force contre le président islamiste Mohamed Morsi, les islamistes jugent que les chrétiens d'Égypte sont les complices de l'armée. Je suis constamment agressée verbalement parce que je suis chrétienne, jusque dans les transports publics. On nous traite d'infidèles en nous disant qu'on mériterait d'être éradiqués du pays, parce qu'ils croient qu'on ne mérite pas de vivre ici. Les hautes autorités coptes ont affiché leur soutien au général Al-Sisi, une faute que ne pardonnent pas les partisans islamistes. Le gouvernement de transition affirme qu'il jugera sévèrement les agressions à caractère religieux, des annonces qui ne rassurent pas dans la communauté chrétienne qui s'estime abandonnée à son sort. Toujours en Égypte, après les violentes répressions, des révolutionnaires prennent la défense de l'armée, critiquée pour son usage de la force, notamment le général Abdel Fattah al-Sisi, le chef d'état-major de l'armée. Terrorisme, le mot tourne en boucle sur les médias égyptiens. Pour le général al-Sisi, les terroristes aujourd'hui sont les militants islamistes. Le nouvel homme fort du pays s'exprimait pour la première fois depuis le carnage de mercredi qui a fait 800 morts, essentiellement des manifestants pro-Morsi. Aucun état d'âme, le général justifie la répression. Il promet une réponse des plus énergiques, je cite, aux islamistes qui selon lui ont choisi la violence. Soyez attentifs à ce que je dis. Nous ne tolérerons pas les traîtres, ceux qui suscitent des menaces ou des complots. Non, il n'y aura rien de tout cela. Et je vous en donne l'assurance ici et à vous tous. L'armée ne trahira pas et ne nourrira pas de complots. Une méthode forte, largement soutenue par la presse nationale et par une grande majorité des habitants du Caire. Ce qu'il dit est correct, bien sûr. Et c'est la meilleure chose à faire. Sinon, le pays sera détruit. Il fait face à des gens qui sont déterminés à détruire et à saboter. Y a-t-il une alternative? Non, il n'y a aucune alternative. Nous sommes avec Sisi, corps et âme, et avec quiconque permettra la réconciliation en Égypte. Nous soutenons toute tentative dans ce but. Et la tension ne va pas retomber avec l'attaque lundi contre des policiers dans le Sinaï. 2 convois visés à la roquette selon des sources sécuritaires et médicales. Ce raid, attribué à des islamistes armés, est le plus meurtrier depuis des années. Bilan, 25 policiers tués, photographiés ici par le correspondant de Reuters. Seulement voilà, ils sont en civil et certains ont les mains liées, jetant le doute sur les circonstances exactes de l'attaque.
Confusion et polémique aussi après le décès de 37 détenus islamistes dimanche soir. Ces prisonniers, tous des frères musulmans, sont morts asphyxiés par des grenades de gaz lacrymogène tirées dans le camion qui les transportait vers une prison du Caire. Version de l'armée, ils ont été tués car ils avaient kidnappé un policier et tentaient de s'évader. C'est un meurtre de sang-froid, accusent de leur côté les frères musulmans. Direction la Syrie, des experts de l'ONU sont arrivés hier à Damas. Ils se rendront dans 3 villes du pays. Ils vont déterminer si oui ou non des armes chimiques ont été utilisées pendant les affrontements dans le pays. Enquêter sans accuser. C'est la mission de ces inspecteurs de l'ONU arrivés à Damas en Syrie dimanche. Ils sont chargés de déterminer si des armes chimiques ont été déployées pendant la guerre civile, sans chercher de responsables. Premier site à examiner, Khan al-Assal, près d'Alep. Bachar al-Assad accuse les rebelles d'y avoir tué 26 personnes à l'aide d'armes chimiques. Autre site potentiel, Homs, où l'armée aurait employé des gaz incapacitants contre les insurgés, et à Taïba, dans le sud. Depuis plusieurs mois, la communauté internationale soupçonne le régime syrien d'utiliser des armes chimiques. Les États-Unis en avaient même fait un motif d'intervention militaire. D'après des investigations françaises et britanniques, l'armée syrienne aurait fait usage de gaz toxiques à au moins 13 reprises contre les rebelles. La conclusion du laboratoire est claire, il y a du gaz sarin. L'autre question, c'est est-ce qu'on peut tracer qui est à l'origine du gaz sarin? Est-ce que c'est l'armée de Bachar el-Assad? Dans le deuxième cas, il ne fait aucun doute que c'est le régime et ses complices. La Russie, principal allié de Bachar al-Assad, accuse les insurgés. Difficile d'estimer les parts de responsabilité des deux camps. La Syrie est l'un des 7 pays au monde qui n'a pas ratifié la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Un refus qui complique les contrôles et entretient l'opacité sur la nature des armes utilisées pendant cette guerre civile. Un mot de sport pour terminer. Le championnat d'Afrique des nations masculin de basketball démarre demain dans la capitale ivoirienne. Le palais des sports de Treichville et 2 salles annexes du parc des sports ont été réhabilitées. Elles vont abriter le plus prestigieux tournoi de basketball du continent. Les 16 meilleures nations africaines de basketball vont s'affronter dans un palais des sports de 5000 places. Pour les éléphants de Côte d'Ivoire, l'heure est au dernier réglage. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention.